Alors bonjour et bienvenue à cette autre formation Maelstrom. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Maître Laurent Bouvier-Tremblay pour discuter d'un des sujets les plus chauds, les plus débattables et peut-être les plus controversés des dernières années, l'intelligence artificielle. Maître Bouvier-Tremblay, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Donc, il y a un article précis du code, l'article 21, qui demande aux avocats de rester à jour. Ben, c'est dans notre obligation de compétence, mais c'est de rester à jour avec la technologie de l'information. Il y a certains vieux associés de certains cabinets, on leur rappellera pas cet article-là trop fort. Si on était en mesure de cliquer sur la vidéo, oui, si on était capable de cliquer, ça va. Si quelqu'un a cliqué pour vous, allez relire l'article. C'est quoi le numéro de l'article? 21. Allez relire l'article 21 si vous avez eu besoin d'aide pour vous rendre jusqu'ici. Mais c'est ça, donc un parallèle à l'arrivée des ordinateurs, l'arrivée des courriels, l'arrivée de la rédaction sur Microsoft Word. C'est tous des outils qu'un avocat aujourd'hui doit maîtriser pour répondre à ces critères-là. Puis là, avec l'arrivée de l'IA, ça va rentrer comme étant un outil qu'un avocat va devoir maîtriser et va devoir utiliser si ça l'avantage ses clients ou si ça lui permet de faire un meilleur travail. Puis ça rentre dans notre cadre de compétences. Donc, c'est le moment en ce moment de justement commencer à s'informer sur l'IA, commencer à l'utiliser, puis pas arriver 5 ans plus tard quand c'est rendu trop loin. Pas avoir peur de l'IA. Ça fait pas de vous un moins bon avocat parce que vous l'utiliseriez. Au contraire, ce que vous soutenez aujourd'hui, puis j'ai tendance à être d'accord avec vous, c'est que non seulement ça fait pas de vous un moins bon avocat, mais vous devriez apprendre à utiliser cette source d'information-là qui s'en vient de manière importante. Mais si on regarde l'évolution qu'a eu l'IA, puis on regarde la force que ça a aujourd'hui, puis on regarde le potentiel que ça pourrait avoir, je comprends qu'on ne dit pas que ça va menacer, mais des jobs d'avocats qui sont des fois purement cléricales vont être capables d'être faits beaucoup plus rapidement par l'intelligence artificielle. Mais c'est sûr que ça va modifier. Donc, par exemple, je peux prendre un exemple plus précis, mais des avocats qui contestent là, des tickets de police, là, que ce soit là, de vitesse ou tout ça, qui souvent, là, il y a un cadre assez précis de façon de contester. Ben, il existe déjà là, des applications, des modèles d'intelligence artificielle entraînés spécifiquement sur ça pour, en 2 minutes, te sortir, ben écoute, je pense que c'est ça tes arguments que tu préfères valoir à la cour et tes chances de succès sont évaluées à quelques pourcentage. Mais là, d'où le danger que qui vérifie cette information qui est donnée, et à qui la responsabilité. Mais c'est un bon point. Peut-être nous entraîner un peu sur les obligations, les enjeux déontologiques, les obligations déontologiques que vous voyez en lien avec l'IA. Puis l'exemple que vous avez donné tantôt, je le trouve très prenant. Tenir à jour la technologie de l'information. Il m'en vient un autre en tête. Qu'est-ce qu'on écrit dans ChatGPT? Est-ce que c'est préservé à quelque part? La question du secret professionnel. Mais ça, c'est évidemment quelque chose on a toujours ça en tête. Le secret professionnel, c'est probablement c'est le cœur de notre métier, puis c'est le cœur que aussi nos clients ou les personnes qui sont pas dans le milieu judiciaire, ils savent que le secret professionnel, ça existe. Mais évidemment, les IA qu'on a accès, c'est des IA qui sont privées, qui appartiennent à des compagnies. Et donc, l'information qui est mise dedans, on n'a pas de contrôle. Et c'est pas clair aussi à ce stade-ci qu'est-ce qui est fait avec l'information que nous mettons. Oui. Elle est où? Elle est emmagasinée? Elle est utilisée pour entraîner les modèles, mais c'est très... Les compagnies n'en parlent pas beaucoup de ce qu'ils font avec l'information, comment ils la storent, est-ce que c'est protégé, est-ce que c'est bien protégé, est-ce qu'il y a des risques de fuite. Donc, dans toute utilisation de l'intelligence artificielle, il faut faire l'anonymisation des données. Donc, si jamais vous aviez un document que vous mettiez dans le ChatGPT pour dire « analyse-moi tel élément », vous devriez l'anonymiser avant de le mettre dans ChatGPT. Ça, c'est sûr. Par exemple, là, j'ai un client qui veut envoyer une mise en demeure à une autre personne, puis j'ai entendu parler de l'IA, j'ai le goût d'utiliser, voir, je veux dire, peux-tu me rédiger une mise en demeure? Puis là, tu donnes les informations, comme par exemple, je donnerais un mandat à un stagiaire de rédiger une mise en demeure. Il donne toute l'information qu'il a besoin. Puis il dit, prépare-moi un projet. Prépare-moi un projet. Faites l'exercice avec ChatGPT. Évidemment, anonymisez les données, donc pas le nom de la personne, s'il y a les adresses, et faites l'exercice, ça va sortir un projet de mise en demeure qui, sans être parfait, va probablement vous amener à 75-80% de ce que vous voulez. Et peut-être plus rapide que le stagiaire.
Peut-être plus rapide que stagiaire. Assurément plus rapide que stagiaire. Ça va être plus rapide en 15 secondes. On a un projet de mise en demeure qui, après ça, doit être amélioré, doit être travaillé. Doit mettre les données importantes. Mais tout comme le projet que tu as donné aux stagiaires. C'est ça. C'est un outil, puis il y a beaucoup de monde qui le voit comme étant, il faut l'utiliser comme un assistant, l'intelligence artificielle. Donc, il faut pas lui faire confiance, il faut vérifier. Il faut aussi l'utiliser dans des domaines où on a une certaine connaissance. Je comprends. Pour être capable de voir les erreurs, il faut connaître le dossier. Il faut agir comme maître de stage à notre intelligence artificielle un peu. Donc, on lui donne des mandats, on lui donne est-ce qu'à force de faire travailler sur un dossier, l'intelligence artificielle, tout comme le stagiaire, s'améliore? Donc, l'intelligence... Donc, il y a le côté général de l'information qui apprend des millions de personnes qui l'utilisent, mais il y a aussi une amélioration parce qu'elle garde en mémoire. Là, si ça fait 2-3 mois que vous lui posez des questions juridiques, etc., ben, elle va garder en mémoire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Vous pouvez l'entraîner personnellement. Donc, il pourrait avoir un style Laurent Bouvier-Tremblay de mon IA. Oui, puis je pourrais lui dire regardez, lisez ce texte-là, c'est moi qui l'ai rédigé. J'écris de même. J'écris comme ça. Êtes-vous en mesure de réécrire quelque chose, mais dans le même style? Puis étonnamment, c'est assez fort. Là. Est-ce que vous pourriez lui. C'est fascinant. Donc là, l'avocat pourrait avoir son assistant intelligence artificielle qui va travailler un peu comme lui. Un peu comme on fait avec le stagiaire. Hein? Je vois vraiment les parallèles. Souvent, l'avocat va dire au stagiaire, regarde, voici des documents, voici des mises en demeure que j'ai fait. Ça devrait t'inspirer. Oui, puis je veux dire, moi, je suis avocat plus junior, je travaille avec des avocats seniors, puis même moi, je vais adapter ma façon de travailler selon ce que je sais que l'avocat, l'IA va faire la même affaire. Là. Il va être en mesure de comprendre par le renforcement positif ou négatif. Bon, ça n'a pas fonctionné, ça a fonctionné. Donc, on comprend. Secret professionnel, bon, prudence et diligence peut-être? Oui, et là, ça revient à valider toute information qui est donnée par l'IA. Puis ça, je vais donner un cas d'exemple qui est peut-être que vous avez lu dans les nouvelles, mais il y a une avocate qui a plaidé dans le cadre aux États-Unis, dans le cadre d'un dossier, a plaidé 3 décisions jurisprudentielles. Et là, à la fin, le juge a demandé j'aimerais ça les avoir, les 3 décisions, pour en prendre connaissance. Et l'avocate a réalisé qu'une des décisions n'existait pas. Mais cette décision, elle avait obtenu d'une IA générative qui avait tout simplement inventé une décision. Wow. Et évidemment, réalisé beaucoup trop tard et conséquences déontologiques, on peut imaginer d'induire le tribunal en erreur et d'inventer des décisions pour gagner des procès. C'est pas suggéré. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette erreur-là? Ça peut s'expliquer de plusieurs façons. Donc, l'IA générative crée du contenu. Et des fois, elle va peut-être faire des erreurs, elle va mélanger entre créer un argument ou créer une décision, où elle va mal comprendre que cette décision-là, elle a été citée dans un contexte fictif, où elle s'est trompée dans le numéro de référence. Donc, il y a plusieurs... Ça peut se tromper, l'IA. On l'utilise à tous les jours, on voit des erreurs, mais c'est pour ça de l'utiliser avec prudence et diligence et dans des domaines qu'on maîtrise.